Et nous ne l'avons pas dans un tribunal ad hoc, ça. Pourquoi? Parce que le politique est en amont. Il a été décidé avec toute l'injustice qu'a dénoncé Ronnie Broman, j'en suis bien d'accord. Mais quand j'allais au Conseil de sécurité dire « il nous faut Karadzic », c'est parce que je pouvais dire au Conseil de sécurité « vous l'avez créé, ce tribunal, vous en êtes responsable ». À l'époque où vous étiez au président du tribunal pénal, merci voilà. de le préciser. Ouais, bon. Vous comprenez, le politique est remonté en amont. Tandis qu'à l'heure actuelle, avec aucune force de police propre, mais supposé qu'il y ait une force de police propre, et les 195 pays de la planète ratifient, l'homme le plus puissant du monde, c'est ni Bush, ni Obama, ni Sarkozy, c'est le monsieur Moreno Ocampo, hein, je vous le dis tout de suite. Le président de la... Le procureur de la Cour pénale internationale. Peut-être que sur le rôle des ONG, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la justice internationale et assez peu du rôle des ONG, même si très vite on a compris qu'il y avait malgré tout une barrière presque infranchissable et qu'il fallait qu'elle le reste. Bon, ma question n'est pas Madame, tout si vous à voulez bien fait. Sylvia Lux, journaliste de la télévision croate. Bon, je n'ai pas pensé parler, je vous demande tous de bien vouloir excuser mon mauvais français, mais quand même j'espère que ma question sera claire. Jules Jourdain a mentionné à plusieurs reprises Karadzic, Milosevic, etc. C'est pour vous donner les raisons de ma question. Évidemment que la justice internationale a mis beaucoup de temps pour les attraper. Milosevic, nous savions tous, pas seulement moi qui était croate, mais mes amis serbes aussi, que Milosevic était un criminel de guerre parce qu'il a un peu inspiré cette guerre. À l'époque, la politique du monde entier le recevait sur le tapis rouge. À l'époque, le président de TPI s'est rendu compte, et j'ai bien suivi le travail de TPI, que tout ça c'est un jeu politique. Finalement, il a été arrêté Milosevic trop tard. Je pose la question, est-ce qu'une cour pénale internationale, que ce soit TPI ou CPI, soit possible ou bien c'est une utopie dans le monde où nous vivons? Parce que chez nous, enfin je suis né en ex-Yougoslavie et vous savez, tous les jours vivre avec les héros et criminels de guerre en même personne. Vous passez une frontière de 1 kilomètre et vous allez entendre le nom de Karadzic, ou enfin les plus grands sont toujours Etlac, Mladic par exemple. C'est pas possible que la justice internationale n'a pas pu. Donc c'est un jeu de diplomatie internationale. Vous entendez le mot, disons Mladic ou Karadzic ou disons les Blašković, les Croates, les criminels de guerre croates, et dont certains ont été jugés, qui se sont traités soit en héros, soit en criminels de guerre. Ça dépend de quel côté de la rivière Drave vous le regardez. Donc, je me pose une question. Je ne doute pas, j'ai aucun préjugé en tant que journaliste. Je pose la question et je pose la question à tous ceux, y compris vous, mon cher confrère. Qu'en pensez-vous? Parce que je pense que les gens qui sont dans les ONG se sont posés eux-mêmes deux fois cette question. Est-ce que les cours internationales pénales sont possibles à nos jours ou bien la politique prend le jeu toujours devant? Claude Jourdain. Mais j'avais l'impression que notre président voulait quand même recentrer le débat. Je ne sais pas si on m'entend là sur les ONG. Alors peut-être je vais vous répondre rapidement. Président ou juge au tribunal pénal international, nous avons pris une disposition. Nous avions la liberté totale de faire nos règles de preuve et de procédure. Et je vous signale que c'est dès 1994. Nous avons inventé, littéralement, une procédure de mise en accusation in absentia, c'est-à-dire par contumace, ce qui nous a permis, d'ailleurs c'est moi-même, je présidais cette chambre, de mettre en accusation Karadzic et Mladic.
Ça nous ferait rebondir sur un débat, mais je pense que le débat général de cette soirée n'est pas sur ce plan-là. Ça nous ferait rebondir sur un débat auquel je tiendrai beaucoup, c'est savoir pourquoi on n'adopte pas la procédure par contumace pour les juridictions pénales internationales en général. Ça, les juristes anglo-saxons n'en veulent pas. Je rappelle que c'était à Nuremberg, ça existait. Martin Bormann a été condamné à la peine de mort par contumace. Alors qu'il n'était pas là, donc, hein, je rappelle. Oui, il n'était pas là. La contumace, c'est la procédure que nous avons en France. C'est en l'absence de l'inculpé. Absence de l'inculpé. Mais nous avons substitué une procédure que nous avons inventée, la procédure de l'article 61, qui nous a permis de le mettre au moins en accusation. Je vais même vous raconter une histoire qui va vous faire sourire. Lorsque je présidais cette chambre en 1994, un avocat s'est présenté au nom de M. Karadzic. Et je lui ai dit, maître, vous passez la porte, vous sortez. Quand vous viendrez avec votre client, à ce moment-là, nous vous recevrons. Et nous l'avons mis en accusation. Alors après, reste tout le problème que vous avez posé. Mais je ne voudrais pas déborder sur le débat que vous vouliez recentrer. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on entende davantage peut-être les acteurs des ONG pour savoir quelle est leur vision justement de du fonctionnement de cette justice internationale et après les quelques bases qu'on a posées tout à l'heure, savoir s'il pouvait y avoir des exceptions et comment eux, praticiens de terrain, et je me tourne vers vous, Madame Lise Boudreau, comment vous avez vu, vous, à travers ces terrains que vous avez fréquentés, Sierra Leone, Libéria, Bosnie-Herzégovine, etc., Rwanda, à chaque fois, lors de crise, quelle était votre vision justement de ce que devait être la justice internationale et comment elle aurait pu venir vous aider dans votre action? Ouais, c'est une question bien formulée. Écoutez, je vais tenter de... Je peux vous la faire en anglais, si vous voulez. Non, venant du Québec, je préfère quand même le français. Elle vous répondra en anglais. Écoutez, je vais aller très rapidement. Je ne sais pas si ça va aider le débat, mais quelques exemples, je dirais, alors très terre-à-terre, hein, très pratico-pratique, de petits incidents ou d'anecdotes dans le travail quotidien du CICR avec la venue, effectivement, de tribunaux pénaux internationaux. Simplement rappeler, je pense que tout le monde vous le savez, mais simplement par rapport au CICR, vous savez que le mandat du CICR, il est reconnu. Hein. Les conventions de Genève de 1949 ont été signées et ratifiées par 194 pays, dont la France, bien sûr. Et donc, le rôle du CICR, il est très clair, il est connu par les États. Donc, de venir en aide aux personnes qui ne participent pas aux hostilités ou qui ne participent plus aux hostilités, ça comprend les civils, mais bien sûr, tous ceux qui portent les armes, s'ils sont blessés, malades ou prisonniers. Bien. Ça étant dit, le mandat, il est très clair dans les conflits armés internationaux. Il existe aussi dans les conflits armés non internationaux, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que, et là, je vais vous nommer un certain nombre de pays, et vous allez comprendre un petit peu la complexité selon que c'est un conflit armé international ou non. Alors, il est vrai que mon institution, le CICR, m'a amené à travailler exactement sur ces pays au moment où les tribunaux pénaux d'abord ont commencé à travailler. Donc, j'étais effectivement en Bosnie. Alors, le tribunal était déjà créé, mais j'y étais donc 94-95, j'étais à Sarajevo. Mais en 94, j'étais au Rwanda. Ensuite, c'était la Sierra Leone avec cette cour un peu particulière. Rwanda, c'était Arusha, c'est ça? En place à l'époque. Alors moi, j'étais à Kigali en 1994, j'étais pour le CICR, le tribunal à Arusha, le tribunal pénal en Tanzanie. pour le Rwanda. Alors, je dirais que dans ces contextes, sans mentionner exactement les endroits, il nous est arrivé toute une série, je dirais, d'incidents ou de comment on a vécu ça. Alors, je vous dirais, il y a d'abord un problème de sécurité qui n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, qui est presque un problème, je dirais, de logistique. La première chose, c'était lorsque des chefs de guerre sont clairement identifiés comme étant des gens qu'on veut faire arrêter. Reste à savoir maintenant si on a la police ou la collaboration pour faire arrêter ces gens. Mais je pense que vous pouvez vite imaginer que le CICR, comme tout le monde est d'accord qu'on doit avoir accès à toutes les parties, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, on doit avoir affaire à tous les chefs de guerre pour avoir accès, pour pouvoir visiter les prisonniers. Bien, il se trouve qu'effectivement, ça complique de temps à autre dans certains contextes lorsque le CICR doit se déplacer vers un chef de guerre qui peut être recherché. Je pense que vous comprenez très vite, c'est tout simplement logistique. Si le CICR doit se déplacer vers un chef de guerre qui est recherché, le CICR ne fait pas de l'intelligence militaire, le CICR n'a pas l'habitude de se cacher pour rencontrer des interlocuteurs, mais dans certains contextes, le fait d'aller rencontrer quelqu'un de recherché, donc c'était de l'information confidentielle, il fallait s'assurer que le CICR ne soit pas vu ou perçu s'il y a des forces internationales, des forces alliées, des forces onusiennes, des forces ennemies. Donc là, c'est juste une anecdote pour vous dire jusqu'à quel point ça semble être un détail, mais en termes de travail humanitaire, ça peut compliquer les choses. C'est schizophrénique même.
Non, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, parce que même quand il n'y a pas de mandat d'arrêt contre certains chefs, le CICR doit toujours être prudent de toute façon, parce que souvent on est observé.